Bonsoir à tous. Dans une dizaine d'heures, les Israéliens seront appelés aux urnes pour élire leur assemblée et de changer ou pas de Premier ministre. Alors pour ce dernier débat avant le vote, Act 24 News a décidé de donner la parole à ceux et celles qui, pendant la campagne, ont mouillé le maillot, se sont engagés auprès de partis politiques, tout simplement pour défendre leur vision d'Israël. J'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurie Lévy qui s'est engagée dans le... Bonsoir Laurie, qui s'est engagée dans le parti de centre-gauche, l'Union sioniste. Avec vous Laurie, il y a Benjamin Kupfer, vous êtes un sympathisant Likoud, merci d'être avec nous. Élise Ryan, vous représentez ici le Foyer Juif, le parti de Naftali Bennett. Et puis pour finir, nous avons Jean Berman, vous représentez le parti de gauche, le Meretz. Alors, bonsoir. On va évidemment avec vous passer sur les trois grands sujets pardon, qui vont faire cette élection, qui ont été au cœur du débat. Mais avant, nous allons revenir sur le mode d'emploi de la démocratie israélienne. Vous pouvez réagir à ce débat via le hashtag i24élections sur Twitter. Alors voilà, j'aimerais à tous vous montrer ce sondage qui date du début des élections et qui demandait aux Israéliens quels étaient les enjeux prioritaires de ces élections. Et on voit très clairement que les enjeux économiques, la vie chère est au cœur des débats, suivi de sécurité et diplomatie. Alors la question, je vous la pose à vous chacun. On va commencer par vous, Laurie. Pour vous, quelle est la question prioritaire de ces élections? Alors pour nous, pour l'Union sioniste, il y a 3 priorités. La première, c'est évidemment garantir un État juif et sécurisé. La seconde, c'est la priorité. Nous avons 3 priorités. Il y a 3 points essentiels avec le même équilibre. La seconde, c'est évidemment tout ce qui est le social. On veut rééquilibrer une société plus juste, que ce soit réduire les écarts de pauvreté, des inégalités, le coût de la vie, les logements, et aussi mieux intégrer les Olim Hadashim. Donc les nouveaux arrivants, ceux qui viennent d'arriver en Israël. Et le troisième point, qui est très important, c'est la diplomatie, briser l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Benjamin. Le social est important. Et il est vrai que la gauche a tout intérêt à miser sur le social parce qu'elle sait que le peuple est très à droite au niveau sécuritaire. Maintenant, voter pour le social ou dire que la priorité est simplement sociale, c'est comme si qu'un responsable de sécurité s'intéressait au nettoyage de la salle des fêtes du Titanic. Israël fait face à des dangers graves. Nous avons l'État islamique, nous avons l'Iran, nous avons les pressions internationales. Ce qui est le plus important maintenant, c'est la survie de l'État juif.
Bien entendu, il faudra se battre sur le social, mais la priorité est la survie de l'État juif. Donc vous dites sécurité. Sécurité, premier. Élie, foyer juif. Alors, très clairement, il y a des problèmes économiques réels en Israël. Il y a des réelles différences entre les castes et les gens aujourd'hui. Cependant, on ne peut pas se permettre de faire avancer l'économie du pays si, au point de vue sécuritaire, nous ne sommes pas encore à jour et nous avons encore des problèmes qui ne viennent pas forcément de l'Iran, mais de Gaza ou des territoires palestiniens. Il est donc très important de comprendre que pour remettre à jour l'économie israélienne, c'est ce que Naftali Bennett, ancien ministre de l'économie, a fait en permettant à Intel d'ouvrir ses bureaux à Kiryat Gat, qui était une ville en difficulté en Israël, fait et travaille pour pouvoir permettre une réelle sécurité afin que l'économie puisse suivre et que le pays aille mieux. En un mot, la priorité c'est ? La sécurité. La sécurité aussi, donc vous rejoignez un petit peu le Likoud là-dessus. Et enfin, qu'en pense le Meretz, la priorité pour les Israéliens lors de ces élections ? Ben, je crois qu'on le voit, hein. C'est clair, c'est comment on va terminer la fin du mois ou le mi-mois, comment on va acheter à manger à nos enfants, comment je vais payer la crèche, comment je vais aller à l'hôpital. Si je dois une opération ici courante, ça met 2-3 mois d'attente. Alors si pour le Likoud, effectivement, ce genre de choses, c'est nettoyer la salle des fêtes, bah, très bien, on voit comment le Likoud s'intéresse à sa population. Effectivement, la sécurité est très importante, mais la sécurité économique et sociale n'est pas moins importante que la sécurité militaire. Et ça, on le voit aujourd'hui dans la rue. Donc vous parlez des questions sociales en priorité. Alors on va donc débattre ce soir avec nos invités des 3 grands enjeux de ces élections. Et donc on va commencer par la question que vous évoquiez, celle de l'économie, qui a été au cœur de cette campagne qui s'achève ce soir, celle de la situation donc économique et plutôt celle des Israéliens, car même si au cœur d'une crise mondiale, Israël affiche une bonne santé économique, les Israéliens, eux, ne cessent de se serrer la ceinture et disent suffoquer. État des lieux économiques du pays, donc avec Léa Berdugo. Pour l'économie israélienne, tout va bien. Seulement 6% de chômage, des startups rachetées à coups de millions, une monnaie stable et une dette qui baisse. Bref, Israël n'a pas volé son titre de Startup Nation. Seulement voilà, officiellement 12% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un tiers selon l'ONG La Tête. Le prix des loyers a flambé, les salaires sont bloqués et le fromage cottage a pris 45% en quelques mois. Logique donc que l'écart entre riches et pauvres soit le plus important de tous les pays de l'OCDE. Pas surprenant non plus que 56% des Israéliens placent le coût de la vie au premier rang de leurs préoccupations. La révolte gronde et les activistes ont redéployé leurs tentes sur le boulevard Rothschild. Carlon, Lapid, Derry, Gallon, nombreux sont les candidats qui ont mis cette question au centre de leur campagne. Dans leur ligne de mire, les monopoles. Depuis la création de l'État, 20 familles se partagent les richesses du pays. Peu d'acteurs, donc peu de concurrence, et résultat, les Israéliens suffoquent et vivent à crédit. Faut-il un retour à l'État-providence comme le prône le Meretz ? Faut-il briser les monopoles, l'obsession de Carlon, multiplier les PME comme le dit Lapid, ou encore plus de libéralisme, la méthode Bennett ? Si le diagnostic est le même, reste à savoir quel remède sera perçu comme le plus efficace. Alors, les étudiants disent qu'ils ne pourraient pas vivre sans l'aide de leurs parents. Les trentenaires disent qu'acheter un appartement est devenu un rêve inaccessible. Et quant aux personnes âgées, elles sont obligées de continuer à travailler. Donc même si l'expression « boucler les fins de mois » est apparue maintenant dans le vocabulaire en hébreu, on l'a beaucoup entendu dans cette campagne, je vais vous demander, je vais commencer par vous, Jean, d'où vient ce sentiment de ne pas y arriver ? Mais c'est pas un sentiment, on n'y arrive pas. C'est pas un sentiment, c'est la réalité. Alors, plus de la moitié des salaires ici en Israël sont en dessous du minimum. C'est pas possible, quoi. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. On n'arrive pas à finir le mois, on n'arrive pas à acheter une maison. Les prix augmentent, tout augmente. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on a la droite au pouvoir, qu'il y a un système de libéralisme un peu trop violent. Il faut un peu revenir quand même à l'État-providence avec un service public toutefois plus fort, certes avec un régulateur plus développé qu'avant, mais avec un service public fort, avec un État-providence qui peut permettre justement aux couches sociales plus faibles de pouvoir lever la tête, de pouvoir arriver à finir les fins de mois, de pouvoir s'acheter une maison. Il faut développer l'immobilier public et les appartements publics. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut surtout arrêter ce système d'ultralibéralisme dans lequel Netanyahou, en priorité, nous a mis dedans. Benjamin, comment vous répondez à ça ? Écoutez, le monde est dans une crise mondiale, globale, internationale depuis quelque temps.
C'est ce système qui a permis à Israël de tirer son épingle du jeu. C'est ce système qui fait que la dette israélienne est ridiculement petite. Oui. C'est ce système. Vous parlez de la macro. Ça fait un instant. Nous parlons du micro. À gauche, on est poli. C'est ce système qui fait que le chômage est très bas, qu'on est en Oui, mais plein emploi. Les chiffres, ça se manipule, hein. Les chiffres, ça se manipule, monsieur. C'est ce système qui fait qu'on est dans le plein emploi. Bien entendu, les gens ont des difficultés et il va Comment falloir vous l'expliquez? s'y atteler. Écoutez, on est dans un pays qui ne dépense pas ce qu'il n'a pas. Contrairement à certains pays qui font des dépenses que leurs enfants vont payer plus tard. Là, En Europe, c'est faux ce que vous en dites. là. Europe, les enfants... Israël dépense ce qu'il n'a pas. On reçoit des donations, on reçoit plein de choses, on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Donnez Hein? des exemples. Parce que là, Il y a ça un reste exemple, très vague. l'année dernière, tout d'un coup, on a dû réduire le système budgétaire de la défense. Oui. Et tout d'un coup, on trouve ces 6% qui sont des avancées sur savez, on a 2015 des et menaces qui sont extérieures de qui l'argent sont qui très vient graves. de l'extérieur. Mais oui, il y a des menaces extérieures, il y a des menaces internes qui sont bien plus graves et bien plus dangereuses que les menaces extérieures, monsieur. Terminé sur le bilan. Écoutez, bien entendu, d'abord, je voudrais demander quel État au monde gouverné par la gauche a actuellement un bon bilan économique. Bien entendu que les Israël gens... ici. Oui, non, parce qu'on disait qu'il fallait revenir à un État-providence, etc. Je demandais quel État dans le monde dirigé par les gauches a un bon bilan économique. Mais je vous Le le dis, bilan de la Netanyahou est Norvège, bon. la Suède. Maintenant, il faut bien entendu... Monsieur, regardez autour de vous, hein, la Norvège, la Suède ont des bons Les gouvernements gouvernements. sont en train de tomber, là-bas. La Belgique a un très bon, une très bonne cote économique. J'aimerais juste le mettre les choses dans leur contexte. Elie du foyer juif, et après vous J'aimerais allez juste remettre les choses dans leur contexte. Donc Jean attaque clairement le Likoud sur le salaire minimum, sur les disparités dans le salaire, etc. Il est important de rappeler que la seule personne qui a fait avancer le problème, c'est Naftali Bennett lorsqu'il a été ministre de l'économie. Il a fait passer le salaire minimum de 4... D'accord, est-ce que je peux finir ma phrase? Il a fait passer le salaire minimum de 4300 shekels à 5000 shekels, ce qui est encore très peu. Il a réussi à le faire en 18 mois. D'accord. Il a réussi à briser, on parlait de monopole, Léa nous parlait de monopole. Il a réussi à briser le monopole sur tout ce qui est le secteur agroalimentaire, ce qui a permis une baisse de 5% Vous le dans le coût de vie. ressentez, Elie, vous le ressentez lorsque vous allez faire vos courses? Est-ce que vous ressentez dans lorsque le je descends microéconomie, aujourd'hui est-ce que vous faire mes courses, ressentez je ressens que je peux, qu'il est possible d'acheter des produits laitiers qui ne viennent pas forcément d'Israël et qui sont beaucoup moins chers qu'avant ce brisage de monopole de la part de Naftali Bennett. Venez dans la périphérie, je vous invite, vous verrez les prix qui sont parfois 2 fois plus chers qu'ici à Tel Aviv, dans la périphérie. Hein. Alors, excusez-moi, mais il y a peut-être 1,5 million de citoyens ici sur Tel Aviv, dans le centre, mais il y a encore plus de 6 millions qui sont en dehors et qui ne bénéficient pas de ce genre de choses. C'est pour Alors, ça. je vous dis- J'aimerais répondre plusieurs points. Le premier, c'est à mes amis de droite qui parlent de la sécurité en permanence. La sécurité... Non, je rebondis parce qu'on m'a pas laissé m'exprimer auparavant. La sécurité, c'est important. L'Union sioniste veut garantir un État juif et sécurisé. Mais est-ce que vous voulez On en parlera après. que le pays implose? Nous sommes dans une situation aujourd'hui où 20%, plus de 20%, je sais que le Likoud adore les chiffres, plus de 20% de la population israélienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur 3, 800 000 enfants en Israël sont pauvres. Mais c'est la situation dans le monde. Alors je dis, mais il faut arrêter, ce n'est pas vrai. Ces 6 dernières années, la situation économique Le chômage en s'est Espagne est à aggravée 25%. sous Bibi, sous tout ça en plus, on peut le mettre sur la responsabilité de Bibi. Il y a eu le rapport Shapira, qui est le contrôleur de l'État, qui a montré que le logement en ces 7 dernières années a augmenté de 90%. Tout est bon. 90%. Mais arrêtez, laissez passer le salaire médian. Il parlait du salaire du chômage. Je veux juste finir sur ça, s'il vous plaît, Rudy. Le chômage, effectivement, comme l'a très bien dit Jean, c'est très facile de manipuler les chiffres. Excusez-moi. Le chômage a effectivement diminué, mais nous travaillons dans des conditions exténuantes pour un salaire médian très bas et qui stagne. Le chômage, juste je finis par cette phrase, excusez-moi, le chômage a baissé, mais a été remplacé par l'esclavage. Nous travaillons... Bien évidemment, l'esclavage. J'aimerais juste revenir sur ce point. Esclavage, ça me paraît un mot qui est un peu
exagéré. Ridicule. Mais bon, on parlait de la baisse du chômage. Et encore une fois, la seule personne, ministre de l'économie Naftali Bennett, qui a travaillé main dans la main avec Benyamin Netanyahou, a permis à 138 000 personnes de rentrer dans le monde du travail. Qui plus est, c'est la seule personne qui a permis de créer un fonds de pension pour les personnes travaillant comme agents de nettoyage et agents de sécurité et aussi les agents. Quelles sont les conditions de travail? Et c'est la seule personne, Ovdei Kaplan, donc nos téléspectateurs ne comprennent pas Ovdei Kaplan. Ovdei Kaplan, ce sont les gens qui travaillent surtout sur les immeubles et la construction d'immeubles. C'est encore une fois. C'est encore une fois Naftali Bennett, ministre de l'économie, qui leur a permis de créer un fonds de pension. Mais c'est aussi Netanyahou et Bennett qui ont quand même sorti près de 400 000 personnes du travail, que ce soit en pré-pension, et qui continuent à le faire. On le voit dans le sud ici du pays. Arrêtez de balancer les chiffres. Quand vous dites que le chômage a baissé, c'est très simple. Si on enlève toutes les personnes qui sont... S'il vous plaît, il faut qu'on passe à la suite. On a compris que vous avez des constats qui sont totalement différents. Voilà, les bilans ne sont pas les mêmes. Donc on a vu, j'aimerais vous poser cette question qui est au cœur du débat. Beaucoup de candidats ont parlé de cette solution qui serait de casser les monopoles. Moshe Carlon a fait campagne dessus. Il est déjà quasiment futur ministre des Finances parce qu'il l'avait déjà fait dans la téléphonie mobile. Est-ce que pour vous, casser les monopoles, c'est la solution ou la seule solution? D'accord. Alors, si on parle de briser les monopoles, clairement, Carlon a ouvert le bal avec la téléphonie. On va regarder justement le prix des abonnements qui a complètement chuté entre l'ouverture du marché et avant on était à 95 €, enfin plus de 100 $ pour un abonnement et ça a chuté en un an à 35 $. Donc on a vu l'effet clair que ça a fait sur le portefeuille des Israéliens. Continuez. Et donc Carlon a ouvert le bal comme je l'ai dit avec la téléphonie, mais très important de comprendre par qui a été suivi Carlon, par Naftali Bennett. Encore une fois, désolé de le remettre sur la table. Ministre de l'économie pendant ces 18 derniers mois, qui a réussi à briser le monopole de l'agroalimentaire. Ça ne peut ne pas vous faire plaisir, je sais, mais il a brisé le monopole de l'agroalimentaire. Ça a permis une baisse de 5% sur le coût de vie, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres des sondages et du rapport annuel rapport annuel. C'est très beau que Bennett a fait baisser, a ouvert le monopole de l'agroalimentaire. Vous savez ce que ça a fait? Moi, je viens du sud. On est dans la région où je suis, on est 60% de l'agriculture ici israélienne produite chez moi. Vous savez ce que ça a fait? Ça fait des gens ici au chômage parce que voilà, effectivement, on a investi dans la Chine. Alors monsieur, je vais vous dire une chose, c'est bien d'être le foyer national, bataille Yehudi, mais si on ne prend pas en compte les gens qui travaillent ici et les agriculteurs israéliens qui eux n'arrivent pas à finir leur mois parce qu'on attend encore toujours les intérêts et les dommages qu'on n'a pas reçus pendant la dernière guerre, pas Tzuk Eitan, l'avant-dernière guerre. Monsieur, il y a des gens qui payent cher ça. D'accord. On doit remettre parce qu'on ne peut pas produire. Donc dans ce cas-là, on se plaint que les produits israéliens sont trop chers. Mais c'est très bien, c'est ce que nous on dit. Lorsque nous on dit, monsieur, laissez-moi terminer ma phrase. C'est ce que nous on dit. Il ne fallait pas investir dans ce monopole-là, il fallait investir dans l'agriculture ici en Israël, aider ces gens, donner des mains à la crise. La facture pour les Israéliens restera élevée si on reste dans mais pas du tout. Il faut savoir, c'est un projet global. C'est pas juste on prend de l'argent là. Exactement. Messieurs, c'est pas juste la téléphonie mobile, c'est une blague. C'est vraiment de la routine sensorielle par rapport à tout ce qui doit faire. Manuel Trachtenberg, qui je l'espère sera prochainement le ministre de l'économie. Que Dieu nous en préserve. Sachez, cher monsieur, que c'est lui qui a fait le rapport en 2011 suite à la terrible crise qu'on a eue plutôt à cause de Bibi. Donc ce que je voulais dire, c'est que Trachtenberg veut changer la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une macroéconomie. Ça veut dire que l'économie est vue d'une manière générale. Avec l'Union sioniste, nous voulons changer ça. Nous voulons mettre les citoyens au centre des préoccupations. C'est ce qu'on appelle la microéconomie. Ça donne des votes. S'il vous plaît. Il y a deux options aujourd'hui. Exactement. Il y a deux options aujourd'hui. L'ultra-capitalisme, que mes amis de droite défendent, et qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Ou alors le social-démocratique, c'est-à-dire ouvrir le marché de la concurrence, un droit à la concurrence, mais à côté de ça, des régulations par le gouvernement qui bénéficient, et donc les pauvres bénéficieront d'aide. Ça permettra de limiter le creusement et les écarts sociaux. Alors, quand on parle d'économie israélienne, on parle souvent de la high-tech, des rachats pour plusieurs millions de dollars de grandes startups. Mais ceux qui ne travaillent pas chez Waze, ceux qui ne travaillent pas dans ces startups,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire, l'Israélien moyen, celui qui n'est pas dans ce secteur effectivement fleuron de l'économie israélienne? Qu'est-ce qu'il devient et qu'est-ce que vous proposez pour lui, au Likoud? Déjà, il faut comprendre absolument que quelqu'un qui réussit par la high-tech, il faut l'admirer et pas dire haro sur les riches. D'accord. Maintenant, deuxièmement, ce qui est très important, c'est que quand une start-up est vendue plusieurs centaines de millions de dollars, il y a des taxes. Il y a énormément d'argent qui retourne au gouvernement israélien qui va pouvoir réinvestir dans les infrastructures pour le peuple. Lesquelles? Deuxièmement, on en parlera dans la partie société. Un instant. Ce qui est très important, il faut comprendre ce qu'est l'économie. L'économie, il y a des répercussions. Quand il y a une partie de la population qui s'enrichit, elle a des nouveaux besoins et elle a besoin de nouveaux services. Donc, elle va acheter plus de vin à son épicier, elle va acheter plus d'habits et donc logiquement, par répercussion, les gens s'enrichissent. Donc il faut arrêter de taxer et de vouloir détruire les riches. Alors, mais vous répondez pas à la question. L'Israélien moyen, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer sa vie? Vous parlez du high-tech. Ce qui était très Justement, important, ceux qui ne sont pas dans le high-tech. Pendant cette période ceux qui sont menuisiers, bouchers. Oui, mais il n'arrive pas à entendre parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Le Likoud n'arrive pas à comprendre qu'il y a d'autres gens qui ne travaillent pas dans les grands secteurs. Pendant cette période de crise, il fallait absolument rester compétitif. Et c'est ce qui a permis à Israël de surnager. Mais à quel prix À quel prix, monsieur? Il y a des gens qui meurent de faim. Vous vous rendez pas compte? Si vous aviez des enfants je sais que vous aimez les pauvres, qui ont faim, j'aime pas les pauvres. J'ai peur des pauvres. J'aime pas les pauvres. Je veux pas qu'ils soient pauvres. Je veux que ces gens. On va parler de ça. J'aime pas les pauvres. Moi, j'aimerais apporter des solutions. Vous aimez les pauvres, vous? Je vais juste parler. On va parler de pauvreté puisque c'est le sujet qui est là sur la table. Juste rebondir sur le sujet high-tech parce que c'est important. On a tendance à montrer du doigt à quel point le high-tech ce n'est pas bien et on investit trop sur les startups, etc. Cependant, quand vous avez une société comme Intel, d'accord, qui accepte de venir ouvrir ses bureaux à Kiryat Gat et non pas en Islande, alors c'est vrai, c'est une société qui va créer des emplois. Pourquoi ça va créer des emplois? Parce que ça va permettre à tous ces gens qui étaient pauvres jusqu'à aujourd'hui, qui n'arrivaient pas à venir le mois, que ça va permettre aux ingénieurs de trouver du travail comme à des gens qui vont faire le ménage. Mais c'est pas des idées de Bennett. Par contre, il faut arrêter. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste dynamiser les régions. Il nous reste quelques secondes. C'est par des grands projets comme cela qu'on dynamise des régions. Oui, il nous reste quelques. Exactement, il faut redynamiser les régions. Est-ce que les événements ici dans le sud de l'industrie Hill, c'est pour vous dynamiser la région? Là, on parle de cas précis. On va parler d'un thème, la pauvreté. Il y a 40 ans, Israël était un des pays dans lesquels l'écart riche-pauvre était le moins important des pays de l'OCDE. Parce que c'était l'État-providence encore. Et puis ça s'est complètement ça a évolué. Le taux de pauvreté est de 21%. Israël est 5e au classement de l'OCDE des écarts de revenus entre riches et pauvres. Comment expliquer cela, Laurie? Bibi, qu'est-ce que je peux dire là? Il a instauré un capitalisme sauvage. Les inégalités se sont creusées. 20%, je le répète, plus de 20% de la population israélienne est en dessous du seuil. On ne s'est pas occupé des citoyens. On a voulu faire de la macroéconomie, ça ne marche pas. Réponse. C'est des choses que vous aimez, la macroéconomie. Réponse. Écoutez, pour moi, c'est des slogans de gens qui ne sont pas au gouvernement et qui critiquent ce que les gens qui... Non mais la pauvreté, c'est un vrai thème. Il y a 30% des enfants qui sont sous le seuil de pauvreté en Israël. C'est un vrai thème. Maintenant, comment y remédier? Le budget est là, surtout. Dire il ne faut pas s'occuper de la gestion de l'État en grand et s'occuper des petites gens, pour moi, c'est simplement vouloir leur voix. C'est faux. Les petites gens, c'est la majorité. C'est très agréable. C'est ce que vous créez comme inflation. C'est un peu limite, c'est vraiment très vexant ce que vous dites, parce que les petites gens... Arrêtez, monsieur, entre nous, ça va. Si vous ne faisiez pas des petites gens, vous ne seriez pas au Likoud. On va devoir parce que les petites gens, vous dites ce que c'est, monsieur. Les petites gens, c'est la majorité. C'est les couches populaires. Les petites gens, c'est la majorité. Parce que vous faites une paranoïa sur la peur et la menace. On ne s'entend plus à acheter les médicaments en fin du mois. Mais monsieur, arrêtez. S'il vous plaît, on n'a plus le temps sur ce sujet de l'économie. Il faut qu'on passe à la suite. Il y a encore d'autres sujets. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur cette émission très agitée sur le hashtag i24 élections. Certes, alors on a vu que la question de la crise économique déchaîne les passions, mais depuis la création de l'État, la question de la sécurité et celle de la paix sont omniprésentes en Israël dans un contexte régional plus que tendu. Plus d'un an, à peine un an après l'opération Bordure Protectrice. Petit état des lieux de la question sécuritaire avec David Klezewski. Une villa dans la jungle, c'est comme cela que plusieurs hommes politiques qualifient Israël coincé dans l'un des environnements les plus instables au monde. En 2015, l'une des principales menaces pour Israël reste la présence de mouvements islamistes à toutes les frontières et de toutes les couleurs.
Petit tour d'horizon. Au nord, le Hezbollah chiite. En Syrie, les milices sunnites parfois affiliées à Al-Qaïda. Au sud, les islamistes du Hamas. Et dans le Sinaï, des mouvements comme Beth el-Makdès affiliés à l'État islamique qui promettent le djihad pour Jérusalem. Autre source d'inquiétude, la marche inexorable de l'Iran vers le nucléaire. Et pour varier les plaisirs, comptez aussi la progression de l'État islamique à seulement quelques centaines de kilomètres d'Israël. Mais pas d'inquiétude, face à ces menaces, l'État hébreu dispose de plusieurs atouts. Et la superstar du moment, c'est le dôme de fer, érigé en véritable héros national. Le bouclier antimissile s'est montré efficace face au Hamas. En Israël, certains soulignent aussi que la meilleure sécurité, c'est encore les traités de paix avec les voisins. Malgré les brouilles sur Jérusalem, la paix avec la Jordanie tient bon, celle avec l'Égypte aussi. Mais qu'en sera-t-il de la paix si ces régimes tombent ? Le traité israélo-égyptien n'était plus une évidence il y a 2 ans lorsque les frères musulmans avaient pris le pouvoir avant d'être renversés par Al-Sisi. Alors quelle est la marge de manœuvre des dirigeants israéliens ? Le Premier ministre sortant Netanyahou a été accusé d'avoir été trop faible face au Hamas, trop intransigeant avec l'autorité palestinienne. La gauche, à coup de nouvelles concessions, aurait-elle été capable de faire mieux ? La droite a-t-elle eu raison de se focaliser sur la menace iranienne ? Le budget de la défense, lui, n'est pas prêt de baisser. Première question sur la sécurité. Est-ce que vous pensez que l'Iran est la menace numéro 1 pour Israël et est-ce que vous la ressentez dans votre quotidien de citoyen, Elie ? D'accord. Alors, on a tendance, lorsqu'on parle de l'Iran, à parler de la bombe atomique, le danger nucléaire, etc. Mais avant ça, il ne faut pas oublier que l'Iran soutient financièrement et officiellement les mouvements terroristes tels que le Hamas ou le Hezbollah. Donc, à ce niveau-là, sur ce point-là, clairement, l'Iran est aujourd'hui une menace pour la survie d'Israël. Et c'est clairement... La menace numéro 1 ? La menace numéro 1 du point de vue sécuritaire. Mais j'imagine, Benjamin, que vous allez dire la même chose. Bah oui, l'Iran, oui, forcément. L'Iran mixe, le problème avec l'Iran mixe actuellement les 2 plus graves dangers de ce siècle. La bombe nucléaire et l'islam. L'islam politique. L'islamisme ? L'islam politique. L'islam politique. On va dire. D'accord. C'est un mariage, et je pourrais même dire une fusion, qui est extrêmement dangereuse. Et il est inconcevable que l'on laisse à des gens, des fanatiques religieux, dont le rêve est actuellement de détruire Israël, de détruire le peuple juif, la possibilité d'acquérir une arme qui leur permettrait de réaliser ce rêve. Avec tous les moyens possibles, il faut empêcher cela d'arriver. Laurie. Pour ça, je pense qu'on est tous d'accord. Il est clair qu'aujourd'hui, aucun leader israélien néglige la question de l'Iran. C'est une menace. C'est un problème qu'il faut gérer. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu avec Netanyahou défendre... Mais attendez, vous mélangez tout. Il y a ceux qui aiment se faire mousser et il y a ceux qui agissent. Ça fait 6 ans, ces 6 dernières années, Bibi est au pouvoir. Oui, l'Iran n'a jamais été aussi proche de maîtriser l'arme nucléaire. C'est un fait. C'est un fait. Alors maintenant, c'est facile de dire que c'est un danger, de parler, d'aller aux États-Unis, au Congrès, etc. Mais c'est un fait. Vous répondez quoi à ceux qui disent que Herzog n'a pas la carrure d'être Monsieur Sécurité ? Je trouve ça... c'est un avis personnel. Moi, je trouve qu'il est très charismatique. Je l'ai rencontré. Il faut savoir aussi que notre liste s'appelle l'Union sioniste. On porte très bien notre nom parce qu'on est une vraie union. On a une liste... S'il vous plaît, laissez-moi finir. On a une liste complète et diversifiée. On a énormément d'experts. qui trouve que la Tikva est un hymne raciste. Je suis contente que vous en parliez. Je vais répondre à ça. On va l'expliquer. Ouais. Donc l'Union sioniste, nous sommes une union, une équipe diversifiée et complète, des experts dans le domaine de la sécurité. Amos Yadlin, général de réserve des renseignements. Tzipi Livni, Mossad. Amir Peretz, qui est le père du Dôme de Fer qui a sauvé tant de vies cet été. Je vous le rappelle, il fait partie de la liste Amachanationi, l'Union sioniste. On a compris que... le fait de ça... Juste la vie du Meretz. On m'a attaqué, je voudrais répondre s'il vous plaît. Par rapport à l'histoire de la Tikva. Exactement, Stav. Ok, qui est donc, pour rappeler au public, c'est une jeune militante. En 2011, c'est elle qui a lancé tout le mouvement autour des tentes sur le boulevard Rothschild. Qui s'est permis de cracher sur les policiers et de les insulter. C'est ce que vous voulez au pouvoir. À l'université, si je ne m'abuse, du Negev, tenait une conférence et des militants d'extrême droite sont arrivés et ont commencé à chanter l'hymne national, la Tikva. Ils ont commencé à insulter. Vous parlez de cracher
crachat et a craché sur la partie gauche. Et donc, non, justement, je réponds à ça. Et elle a répondu, vous rendez, vous, l'extrême droite, qui chantait la Tikva et crachait sur nous, vous rendez ce chant raciste. Elle n'a jamais dit que le chant était raciste. C'est un détail, on ne peut pas développer là-dessus. Je voulais juste avoir l'avis du Meretz sur la question sécuritaire. On sait que le Meretz est très à gauche. Quelle est l'approche par rapport, pas au problème palestinien pour l'instant, on parle de l'Iran. De l'Iran. Mais écoutez, moi ça fait 14 ans que je suis ici en Israël. Depuis que je suis arrivé, on me dit que dans un an, on va se ramasser une bombe de l'Iran, que l'Iran c'est le plus grand problème du Moyen-Orient. Ça fait, et ça, moi ça fait 14 ans que je suis ici. Hein. Messieurs, tout le monde, madame, il n'y a pas de problème avec l'Iran. Il y a un problème avec l'Iran, mais ce n'est pas le problème de la survie d'Israël, monsieur. La survie immédiate d'Israël, ce n'est pas l'Iran. L'Iran, il y a un problème, il faut le régler, et c'est avec la communauté internationale qu'il faut le régler. Monsieur, laissez-moi terminer. Arrêtez, je ne vous ai pas dérangé. Il faut régler ce problème avec la communauté internationale. Exactement. Ok, c'est pas un problème que pour l'instant, ce qu'a fait l'Écode avec ses derniers, avec son discours, c'est justement nous isoler encore plus. Je voudrais vous dire que la réelle terreur et le vrai problème ici, immédiat des citoyens, c'est ça, monsieur. C'est pas l'Iran, c'est ça. Mais ça, vous savez ce que c'est ça, monsieur? C'est payé par l'Iran. Alors justement, on va parler du conflit et du problème palestinien. On n'a pas le temps. Est-ce qu'il a le charisme? On n'a pas le temps. Là, qu'est-ce que vous avez montré? Alors là, monsieur, monsieur Saada, ça c'est le mortier qui m'a touché cet été. Hein, pendant que j'étais en train de protéger ma femme et mon fils, parce que j'habite sur la frontière avec la bande de Gaza. Ça, monsieur, ça, vous devez savoir, on n'a pas une seconde pour protéger. On est à l'abri ou on n'est pas. Okay. Vous habitez le sud d'Israël très proche de la bande de Gaza. J'habite sur la frontière. Monsieur, le désengagement, alors moi je m'explique là, très calmement. Le désengagement, c'est Aric Sharon qui l'a fait, c'est pas Meretz. Hein. Nous, on était contre, ok, je vais vous le dire pourquoi on était contre, parce que c'est unilatéral. Nous, on est encore et pour un accord, des accords bilatéraux, ok, Bibi aussi, il était dedans, arrêtez, ok. Donc pour vous, c'est la conséquence. Ça, c'est la conséquence directe de 6 années de Bibi. Je vous dis que ça augmente de plus en plus. Israël n'a aucun pouvoir de rétaliation, on est à zéro. On ne pourra pas, faut arrêter de fantasmer, hein, on ne pourra pas transférer. Et ça, le vrai sionisme, le vrai sionisme ou annexé, hein, le vrai sionisme, monsieur, c'est de clore les frontières. Il est temps d'arrêter de fantasmer. La vraie solution, oui, monsieur, s'il vous plaît, attention parce que moi j'y suis. Hein, je vous invite à descendre de Tel Aviv et de venir un peu sur la frontière. On va parler des relations et du contexte prétendu que vous avez vécu, s'il vous plaît. Le sionisme, non, parce que là on attaque un vrai sujet. Le sionisme doit clore ses frontières. Il est temps d'arrêter de fantasmer. Ça fait 60 ans des chevaliers. 67 ans d'Israël n'a pas défini ses frontières. Il est temps d'arriver à un accord. On le voit. Ces 6 dernières années, les tirs ne se font qu'intensifier. Excusez-moi, je voudrais j'aimerais juste vous poser 6 ans. Quand on est parti du Sud-Liban, on a clos les frontières. Est-ce que ça a empêché le Hezbollah d'attaquer Israël? On nous a dit, quand on va partir du Sud-Liban, on nous a dit, si par hasard on nous attaque, on va pouvoir attaquer. Alors justement, parlons de la question, s'il vous plaît, ça n'a rien changé. À régler le problème du Hamas, vous n'y arriverez pas. Très bien, vous arrêtez. Parlons maintenant de la question palestinienne. Netanyahou, dans cette campagne, a dit qu'il serait de plus en plus difficile de faire des concessions pour régler le conflit avec les Palestiniens, vu le contexte très tendu. On voit d'ailleurs sa citation, il n'y aura pas de retrait ou de concession, cela est tout simplement hors de propos. Est-ce que vous pensez du côté du Likoud qu'il n'y a pas d'interlocuteur? Là, on va parler de la question de avec qui faire la paix. Est-ce qu'il y a un interlocuteur ou pas, Benjamin? Il y a plusieurs mouvances au sein du Likoud. Personnellement, je pense qu'il ne faut ni créer d'État palestinien, ni céder 1 cm² de terre israélienne aux Arabes. Tout simplement parce que c'est notre foyer. Maintenant, il y a un consensus que, en cette période où Daesh utilise chaque territoire qui est faible pour étendre son califat, il est très important de ne céder sur rien. Et donc le Likoud, allié
avec ses amis naturels, ne cédera sur rien, parce qu'il en va et de nos valeurs morales et de notre sécurité en même temps. Et donc, on laisse ce qu'on va faire avec ces 3 millions d'Arabes que vous avez s'il vous plaît, le point de vue du foyer juif. J'aimerais juste remettre les choses sur la table. On parle de partenaires. Le problème, c'est que lorsque même partenaire Mahmoud Abbas, Abou Mazen, lorsqu'Ehud Olmert, donc avant Netanyahou, est arrivé et lui a proposé sur la table plus de 95% de la Judée-Samarie, lui a proposé de lui remettre les clés en main de Jérusalem-Est, de mettre sur la table une loi du retour pour les réfugiés palestiniens. Qui est la personne qui a refusé? C'est ce même Mahmoud Abbas. Lorsque Gilad Shalit était emprisonné, lorsqu'il était sous capture des mouvements terroristes, qui n'a pas levé le petit doigt pour le faire libérer? C'est ce même Mahmoud Abbas. Et lorsque Yitzhak Herzog, dirigeant du foyer sioniste, dit qu'il n'est pas d'union sioniste, dit qu'il n'est pas contre peut-être de voir Ahmed Tibi, ennemi d'Israël, à la tête du comité, sécurité et extérieur. Pour moi, il n'y a pas de partenaire. Merci. On va devoir passer au troisième sujet. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à ce débat via le hashtag i24élections, débat qui va s'orienter sur une autre grande question, celle de la société, car de par même le projet d'Israël, le pays est extrêmement cosmopolite, une diversité qui révèle aussi ses fractures. Petit tour des grandes questions qui se posent aujourd'hui en matière de société en Israël, dans ce sujet signé Léa Bertucco. Israël, une société diverse mais surtout complexe. Mélanger des juifs ashkénazes, des séfarades, des arabes, des homosexuels, des russes, des nouveaux immigrants venus de toute la planète donne un cocktail varié mais surtout explosif. Certes, l'armée joue un modèle d'intégration, les femmes commencent à avoir une meilleure représentation politique, mais la société reste fragmentée. Dans leur quotidien, les Israéliens font face à des problèmes de coexistence et surtout de profondes inégalités. L'écart des salaires entre hommes et femmes est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Les Arabes israéliens, qui constituent 20% de la population, sont confrontés quotidiennement à des problèmes de racisme. Et la guerre millénaire entre Ashkénazes et séfarades est loin d'être terminée. Du coup, les différentes communautés ont pris le réflexe de se replier sur elles-mêmes. Et ça, les politiciens l'ont bien compris. Logique donc qu'ils s'adressent à leur électorat. Une classe moyenne plutôt ashkénaze pour Lapid, son pendant séfarade pour Kahlon, les religieux orthodoxes pour Ishaï Ederi, les russophones pour Lieberman. Mais à trop vouloir fragmenter, vont-ils réussir à engranger le plus de voix possible ou vont-ils se faire voler la vedette par Netanyahou et Herzog, jugés plus rassembleurs? Difficile en tout cas de définir ce que sera l'Israélien de demain, tant les divisions sont ancrées dans l'identité nationale. Paradoxe, seule la menace existentielle qui plane sur le pays rappelle aux Israéliens comme il est bon de vivre ensemble. C'est sympa. Oui, c'est marrant, c'est sympathique. On parle beaucoup d'égalité et une question incarne bien cette recherche d'égalité, c'est la question du service militaire qui revient souvent en Israël. Alors les gens religieux vont progressivement rentrer dans l'armée israélienne. Est-ce que la politique du même droit, même devoir doit s'appliquer à tous les Israéliens? On parle là du public religieux et on parle aussi éventuellement du public arabe israélien. Alors clairement, la personne qui est à la tête de cette loi à l'armée, c'est encore une fois le foyer juif avec Ayelet Shaked. Non, c'est une femme Ayelet Shaked, mais après c'est pas très grave. Mais après, avec en main dans la main avec Yair Lapid, peut-être la seule chose qu'il a faite dans le dernier gouvernement. La deuxième chose, clairement, la ligne du parti est très claire. Le même droit et les mêmes devoirs pour tout le monde. Alors après, il est important de comprendre, et ça les téléspectateurs ne le savent peut-être pas tout le monde est obligé d'être à l'armée combattant. Il y a ce qu'on appelle le service national. Aller dans le quartier, dans les quartiers difficiles, aider les jeunes en difficulté, les personnes âgées, et ça pour tout le monde, israélien, orthodoxe, arabe israélien, tout le monde doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Laurie, rapidement. Ça me fait mal, mais je suis plus ou moins d'accord avec lui. Être citoyen, c'est savoir des droits et des devoirs. Le Likoud a dit qu'il allait reculer sur cette question d'aller peut-être alléger cette loi sur la question militaire. Il faudrait absolument pas reculer. C'est une bonne chose qui a été faite et ça permettra actuellement de réunir les Juifs sous un même drapeau. Maintenant, je trouve qu'il y a des inégalités énormes en Israël entre juifs et arabes. Et je pense qu'il n'est pas normal que les juifs doivent faire 3 ans d'armée, tandis que les arabes en sont totalement dispensés, peuvent commencer là. Il y a des alternatives avec par exemple le service civique et un bon leader doit savoir aussi modeler et savoir... On va parler de la population arabe israélienne. Il n'y a pas que les arabes qui ne font pas le service militaire, il y a beaucoup d'autres gens au sein des Israéliens et des juifs qui ne font pas le service
avez plus de militaire. haine contre les juifs que contre J'ai les pas arabes. du tout de haine. J'ai pas du tout de haine. On va parler des Arabes israéliens. On va conclure avec les Arabes israéliens. Juste avant, je voulais poser une question très simple au cœur du débat aussi en Israël. Israël, État juif ou État juif démocratique ou État démocratique tout court? De toute façon, ça c'est un faux débat puisque ça fait partie de notre constitution, de la déclaration d'indépendance d'Israël. Nous sommes dans un État juif et démocratique. C'est deux points qu'il faut défendre. Par rapport au côté juif, il faut protéger nos valeurs juives et ça se fait, ça passe par des frontières nettes et claires. Et juste je finis, et pour la démocratie... Jérusalem, c'est une autre question. Non, c'est État juif? L'État juif, pour nous, est un Israël. On le voit en tant que Meretz. Meretz est un parti sioniste. Et on le voit, et pour nous, l'État est démocratique juif. La dernière question, parce que je sais que État juif, vous allez répondre oui, évidemment, les deux. Je voulais justement, vous allez soulever ce sujet, les Arabes israéliens qui se sentent pour 71% des citoyens de seconde zone, selon une étude. Est-ce qu'ils ont raison de se sentir citoyens de seconde zone dans ce pays? Parce que vous parlez des droits et des devoirs, mais eux aussi ont l'impression de ne pas avoir les mêmes infrastructures que les villes juives. Les villes arabes sont moins bien servies. En tout cas, c'est ce que disent les Arabes israéliens. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Benjamin? Écoutez, moi je suis de l'école jabotinskienne qui dit que des Arabes et des chrétiens peuvent vivre en Israël et peuvent jouir de tous les droits. Maintenant, il faudrait que ces Arabes aiment l'État juif en tant qu'État juif. Ne manifestent pas pour ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe, lorsqu'il s'agit de l'indépendance de l'État d'Israël. Ce sont eux qui se mettent en citoyens de seconde zone et donc on doit les considérer comme citoyens de seconde zone. Laurie. Réponse. Je reste sans voix, c'est dramatique. Nous sommes français à la base. Nous sommes français à la base, nous savons ce que c'est qu'être une minorité. Nous étions en France une minorité parce que nous faisions partie de la communauté juive. Vous savez à quel point c'est dur de ressentir l'antisémitisme. Sauf on ne peut pas dire juif ne fait des attentats au couteau dans la capitale. Sauf qu'aucun juif la rente israélienne est donnée plus de 500 000 passeports aux Israéliens. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour vous démontrer ce que vous dites était une erreur. Juste pour revenir sur l'exemple de la France, qui est un exemple totalement aucun rapport. Aucun juif français n'a été poignardé. Un Français de pure souche dans la capitale parce qu'il n'était pas français. C'est exactement l'exemple que vous avez utilisé. Vous voulez réagir? Oui, je voulais donc juste dire que par rapport à la minorité arabe ici en Israël, effectivement, il y a un problème. Il faut faire un grand dialogue, un grand travail dans les deux parties, dans les deux communautés, que ce soit Israël, dans la communauté juive et même la communauté arabe ici. Il faut faire un dialogue ensemble pour effectivement réduire ces écarts, parce qu'il y a des écarts, il n'y a rien à faire des deux côtés. Hein. Je ne dis pas que la communauté arabe ne doit pas faire des progrès, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, on doit les insérer beaucoup mieux. Je veux dire mieux au Moyen-Orient. Hein. Mais ils étaient là. Israël leur a offert une habitation, un système de santé. J'ai pas fini. Je voulais terminer ma phrase. S'il vous plaît. Je voulais juste dire que si maintenant il y a un problème avec la minorité arabe, avec l'annexation que M. Bennett a proposée il y a un mois, effectivement là il n'y aura plus de problème. Ce sera un État binational à majorité arabe. C'est pour ça que le Meretz est sioniste et on veut un accord et ne pas annexer ces. On va devoir s'arrêter là sur ces questions de société. Je sais c'est sans fin. Alors avant de se séparer, je voulais vous montrer ce nuage de mots, vous allez le voir apparaître et vous demander parmi donc ce nuage où il y a énormément de mots qui peuvent vous inspirer, lequel vous avez choisi. On commence avec vous, Laurie, vous avez à peu près 30 secondes pour nous expliquer ça. Alors moi, je vais prendre l'espoir, la tikva, parce qu'avec l'Union sioniste, il y a justement un espoir qui se dessine, un changement et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Donc pour vous, vous avez l'espoir d'un autre Israël demain, c'est ça? Exactement. Très bien, on enchaîne avec vous, Elie. Alors, moi le mot que j'ai choisi c'est le mot unité. Pourquoi unité? Parce que effectivement, le dirigeant du parti a une kippa, mais dans notre parti nous avons des gens sans kippa comme moi, des gens religieux, non religieux, vous définissez des rabbinim. comme un parti religieux? Nous définissons comme un parti sionisme religieux qui descend de la ligne du Rav Kook, mais une des valeurs importantes est le sioniste. Donc toute personne qui a un réel amour pour le pays et la terre d'Israël, toute personne qui a un amour pour la terre d'Israël en tant que foyer juif est le bienvenu chez nous. Donc votre mot est l'unité. Ça sera unité. Jean, à vous. Moi, mon mot sera demain. Parce que demain c'est l'avenir, c'est pour mes enfants, c'est pour eux que je suis ici aujourd'hui, c'est pour eux que je me bats pour un avenir meilleur. Donc pour moi demain c'est l'avenir d'Israël
Et l'avenir d'Israël passe avec un retour aux normes et remettre l'individu au centre du projet national. Et ça passe avec Meretz et la gauche. Et ça passe avec un retour à l'État-providence. Et vous y croyez pour ces élections? J'y crois. Et on termine avec vous. Benjamin, votre mot? Le mot que j'ai choisi, c'est juif. Tout simplement parce qu'une civilisation se meurt lorsqu'elle oublie ses racines et ses origines. Et ces élections sont très importantes parce que si par hasard on vote gauche, tout simplement ce sera avec association avec tous les partis arabes et ce seront eux qui décideront de la destinée du peuple juif sur leur terre. Donc pour vous, c'est l'enjeu de ces élections? C'est cet enjeu, oui, en effet. Eh bien, merci vraiment à vous quatre d'être venus débattre. Merci en particulier à tous ceux et celles qui m'ont aidé à préparer cette émission spéciale sur i24 News. On se retrouve demain pour une journée exceptionnelle sur notre antenne. Toute la rédaction sera mobilisée pour vous faire vivre ce jour d'élection. On aura le morning avec Barbara Serrer, midi ensemble avec Valérie Pérez et la soirée électorale évidemment avec Jean-Charles Banoun et tous les correspondants à travers le pays. Bonne fin de soirée à tous, bon vote et à demain.